Vous avez bien vu. C'est un drone de surveillance déguisé en vrai oiseau qui opère au-dessus de l'Iran. Le meilleur dans tout ça, c'est que ce drone ressemble à un aigle. Ce n'est même pas la nouvelle la plus importante venant du Moyen-Orient. Hier, les Houthis sont entrés en guerre. Les Houthis ont tiré un missile balistique et une roquette du Yémen vers Israël. Heureusement, tous ces projectiles ont été interceptés. Mais c'était surtout un signal fort, non à cause des roquettes, mais pour ce que cela impliquait pour le transport maritime mondial. Pour comprendre le risque ici, nous devons d'abord examiner comment le commerce du pétrole s'est réorienté, après que le régime iranien a fermé le détroit d'Ormuz. Vous voyez, avant la guerre, environ 15 millions de barils de pétrole brut transitaient chaque jour par le détroit d'Ormuz. Il était pratiquement impossible de remplacer toute cette offre une fois que la guerre a commencé. Mais l'Arabie Saoudite a réussi à remplacer une grande partie de cette offre, en transportant son pétrole de la côte Est vers la côte Ouest et en le chargeant sur des pétroliers en mer Rouge. Comme nous l'avons vu hier, une grande partie du pétrole du détroit d'Ormuz était destinée aux pays asiatiques. Hier, j'ai accidentellement dit « pays russe », mais en réalité, il s'agit de pays asiatiques, car il n'existe pas de pays russe. Mais la plupart du pétrole provenant du détroit d'Ormuz, environ 80%, va vers les pays asiatiques. Donc, cela signifie que maintenant que le pétrole est transféré à travers le pays en Arabie Saoudite, il est chargé sur un pétrolier dans un port de la mer Rouge, puis il passe par un autre point d'étranglement connu sous le nom de détroit de Bab el-Mandeb. C'est ici que le problème des Houthis devient problématique, je suppose. L'an dernier, les Houthis se sont mis à attaquer tous les navires passant par le détroit pour pousser Israël à cesser sa guerre contre l'Iran et Gaza. En fait, cela a eu un impact assez important sur l'économie mondiale, parce qu'un grand nombre de pétroliers de porte-conteneurs utilisaient à la mer Rouge utilisant ce détroit, puis vont en Europe en passant par le canal de Suez, qui se trouve tout en haut ou juste au nord de la mer Rouge. C'est exactement la même inquiétude cette fois-ci aussi. Si les Houthis commencent à attaquer les navires dans le détroit, cela bloquerait le trafic allant de l'Asie vers l'Europe qui utilisait le canal de Suez. Le trafic devrait alors faire tout le tour par la Corne de l'Afrique, ce qui ajoute environ 14 jours et augmente l'inflation partout dans le monde, plus particulièrement en Europe. Désormais, comme une grande partie de l'approvisionnement saoudien passe par la mer Rouge et Bab el-Mandeb, faute de pouvoir traverser Ormuz, si les Houthis reprennent leurs attaques contre les navires, cet approvisionnement disparaîtra aussi. Donc, nous ressentirons la pression doublement. Tout d'abord, le trafic de marchandises venant d'Asie vers l'Europe s'arrêtera. Et ensuite, le trafic de pétrole venant d'Arabie Saoudite vers l'Asie s'arrêtera aussi, ou sera fortement retardé. Maintenant, lorsque les Houthis faisaient cela l'année dernière, l'armée de l'air américaine a en fait commencé à bombarder les positions Houthis au Yémen, pour s'assurer qu'ils puissent rétablir la liberté de navigation en mer Rouge. En mai dernier, un cessez-le-feu a eu lieu lorsque les Houthis ont accepté de ne pas attaquer les navires américains, ce qui a mis fin aux bombardements américains. Maintenant, le point important ici, c'est que si les Houthis vont rompre ce cessez-le-feu pour aider l'Iran et fermer le détroit de Bab el-Mandeb, voici la déclaration qu'ils ont publiée hier après leur attaque contre Israël. Écoutez bien. J'ai discuté avec un expert militaire qui m'a expliqué que la position d'Ossadallah Houthi dans ce conflit comprendra 3 phases. La première phase consiste à lancer des attaques continues contre les positions militaires israéliennes jusqu'à ce qu'Israël cesse son rôle militaire dans les attaques contre l'Iran. Voilà la première phase. La deuxième phase consistera à imposer un blocus naval sur tous les navires liés à Israël qui tenteront de traverser Bab al-Mandab. Et comme vous le savez, toutes les marchandises importées dans le port d'Eilat passent par Bab al-Mandeb. En fait, 30% du commerce d'Israël et toutes les marchandises importées traversent Bab al-Mandeb et passent par la mer Rouge. Israël a accumulé une dette totale de 80 millions de dollars à cause des attaques militaires des Ansar al-Houthi de 2024 à 2025. Ils ont également réussi à annoncer finalement la fermeture du port d'Eilat ainsi que celle du port de Haïfa. Tout cela à cause des attaques militaires des Ansar al-Houthi contre tous les navires liés à Israël et toutes les entreprises liées à Israël tentant de traverser Bab al-Mandab. La deuxième phase, comme je l'ai mentionné, vise à imposer un blocus naval sur tous les actifs maritimes israéliens. La troisième phase consistera à attaquer les bases militaires américaines si les États-Unis s'impliquent.
Donc, si les États-Unis décident de mener des opérations militaires avec Israël contre Ansarallah Houthi ou de prendre position contre toute attaque ici au Yémen, alors c'est à ce moment-là que le groupe yéménite commencera à cibler les bases militaires américaines en Arabie Saoudite, à Oman et dans toute la région. C'est ici que cela devient intéressant, car les Houthis ne semblent pas vouloir vraiment participer à cette guerre. Et c'est là qu'il faut, je pense, parler un peu de les calculs politiques des groupes terroristes, c'est-à-dire que même les groupes terroristes jouent leur propre jeu politique. Maintenant, l'Iran soutenait beaucoup les Houthis, surtout si l'on remonte à quelques années en arrière. Je suis sûr que ce soutien a ralenti depuis que l'Iran est engagé dans plusieurs guerres avec Israël. Mais avant cela, il soutenait fortement les Houthis, pour s'assurer de construire cet axe de la résistance. Et maintenant, il semble que les dirigeants iraniens encore en vie veulent tirer profit de ce soutien. Ils mettent une forte pression sur les Houthis pour qu'ils rejoignent la guerre, étendent le conflit et ferment le détroit à la frontière yéménite. Les Houthis ne veulent pas vraiment s'impliquer à cause des événements de l'an dernier. Comme je l'ai dit, il y avait des raids de bombardement américains presque tous les jours sur des cibles Houthis. Et l'infrastructure Houthi, même la direction politique, a beaucoup souffert. C'est pourquoi ils ont accepté un cessez-le-feu en mai 2025. Ils ne veulent plus de bombardements similaires, mais subissent aussi la pression de Téhéran pour rejoindre le conflit. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est simplement tirer 2 missiles sur Israël comme avertissement, en disant en gros « Hé, si vous continuez à attaquer l'Iran, si vous continuez à attaquer le Liban, le Hezbollah et le Liban, alors les Houthis s'impliqueront aussi. » Pour l'instant, cela semble être juste un message, pas nécessairement une entrée totale des Houthis dans la guerre, mais cela pourrait changer si l'escalade se poursuit en Iran. Maintenant, si je parle d'escalade, c'est parce qu'hier, les forces israéliennes ont fait quelque chose qui n'avait pas encore été fait dans cette guerre. Avant d'en parler, un petit rappel. N'oubliez pas d'appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » juste en dessous. Ça nous aide vraiment avec l'algorithme. Maintenant, parlons de cette escalade. Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères a publié cette déclaration disant « Israël a frappé 2 des plus grandes usines sidérurgiques d'Iran, une centrale électrique et des sites nucléaires civils, parmi d'autres infrastructures. » Israël dit avoir agi avec les États-Unis, malgré le délai diplomatique supplémentaire accordé par le président américain. L'Iran fera payer un lourd tribut pour les crimes israéliens. Nous allons maintenant aborder la réponse iranienne à cette attaque dans un instant. Examinons d'abord ce qui a été endommagé, et pourquoi beaucoup y voient une escalade. Il y a seulement 2 jours, le président Trump a annoncé qu'il accédait aux demandes iraniennes de prolonger la pause sur le ciblage des infrastructures énergétiques iraniennes. Cette pause a été prolongée de 10 jours, elle ira donc jusqu'au 6 avril 2026. Donc, si l'on revient aux déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères, il dit qu'Israël a rompu cette pause que le président Trump lui-même avait prolongée pour la diplomatie. C'est là que les choses deviennent un peu compliquées, car Israël a probablement visé les 2 usines sidérurgiques. Ils ne l'ont pas admis publiquement, mais malgré tout, tous les signes indiquent qu'Israël l'a visé. Mais il ne semble pas qu'Israël ait réellement visé la centrale électrique dont parle le ministre des Affaires étrangères. Ce qui est plus probable, c'est que la centrale électrique alimentait les aciéries en électricité et qu'elle a été endommagée lors des frappes qui visèrent les aciéries. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de rompre la pause accordée par le président Trump, mais malgré tout, c'était une escalade, car l'aciérie est vraiment considérée comme faisant partie du secteur civil. Maintenant, les Israéliens soutiendront que c'est à double usage, n'est-ce pas? L'acier est utilisé par l'armée, mais aussi par le secteur civil. Pour les Iraniens, c'était très important car ils ont exporté environ 7 milliards de dollars d'acier l'an dernier. Donc, c'était une grande partie de leur économie. Et selon l'ampleur des dégâts, il pourrait falloir très longtemps pour s'en remettre. De cette attaque. C'est important parce que, souvenez-vous, en janvier dernier, le régime a fait face à des manifestations à grande échelle à cause de problèmes économiques qu'ils ont eux-mêmes créés. Ces problèmes n'ont pas disparu, même pendant la guerre. Et même si la guerre se termine, disons avec le régime intact, les problèmes économiques causés par ces frappes et d'autres frappes de ce genre ne feront que s'aggraver et mettront encore plus de pression sur les élites du régime pour qu'elles agissent. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le régime va forcément s'effondrer. Cela pourrait signifier que l'Iran devienne un pays comme la Corée du Nord, où ils ne se soucient vraiment pas du niveau de vie du peuple iranien. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'assurer que le régime survive,
quel qu'en soit le prix pour la population ordinaire. C'est possible, mais il est aussi possible que le régime s'effondre réellement sous la pression économique de la guerre. Peut-être que c'est ce calcul que font les Israéliens. Contrairement aux États-Unis, Israël a publiquement affiché que l'un de ses objectifs était le changement de régime. Pas nécessairement en imposant eux-mêmes le changement de régime, mais plutôt en créant une situation ou un environnement où le peuple iranien peut renverser le régime. C'est ce que le premier ministre israélien Netanyahou a déclaré publiquement. Eh bien, c'est là que nous tournons notre attention vers la riposte iranienne, car elle a également été assez sévère. Après que les Israéliens ont frappé les producteurs d'acier iraniens, l'Iran s'est attaqué essentiellement à des usines civiles partout dans le Golfe. Et cela n'a toujours pas de sens pour moi, car beaucoup des pays que l'Iran attaque ne sont pas vraiment en bons termes avec Israël. Du point de vue d'Israël, c'est en quelque sorte gagnant-gagnant. Ils détruisent la capacité industrielle iranienne, et, en retour, l'Iran détruit la capacité industrielle dans des pays comme l'Arabie Saoudite, qui ne reconnaît pas Israël, dans des pays comme le Qatar, le Koweït. Et apparemment, ils attaquent aussi Oman, qui est censé être du côté de l'Iran dans cette guerre. Cependant, le plan iranien vise à étendre les souffrances économiques le plus largement possible pour mettre fin rapidement à la guerre. Tout d'abord, l'Iran a publié une liste de sites qu'il va cibler à travers le Golfe et le Moyen-Orient. Cela comprenait une usine de fabrication d'acier en Israël, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, au Qatar et à Bahreïn. Pour l'instant, il ne semble pas que l'attaque de représailles contre ces usines sidérurgiques ait eu lieu, alors que j'enregistre ce samedi matin, vers midi, heure du Texas. Mais il semble que l'Iran ait frappé une usine d'aluminium aux Émirats Arabes Unis. C'était de loin la plus grande usine d'aluminium du Moyen-Orient. Et selon le producteur ou le propriétaire de cette usine, il semble que l'usine ait subi d'importants dégâts lors d'une attaque de missiles et de drones samedi. Maintenant, les Émirats Arabes Unis font partie de ces pays qui sont en fait assez proches d'Israël, surtout selon les normes du Moyen-Orient, car beaucoup de pays du Moyen-Orient ne reconnaissent pas Israël comme un pays. Mais même dans ce cas, personnellement, cela n'a aucun sens pour moi. C'est Israël qui mène les attaques. Et les représailles visent un pays qui est simplement considéré comme un ami de ce pays. Je comprends que la stratégie iranienne vise à faire souffrir tout le monde, mais je ne comprends pas pourquoi les autres pays non impliqués ne considèrent pas cela comme du terrorisme. Ils s'en prennent à des tiers innocents simplement parce qu'ils sont amis avec un pays qui les attaque. Mais malgré tout, passons à une autre riposte iranienne, qui a en fait visé une base saoudienne, où des troupes ou des membres du personnel américain étaient stationnés. Il s'agissait de la base saoudienne du prince sultan. Et en fait, l'Arabie Saoudite, tout récemment, je crois il y a une semaine, a donné la permission aux États-Unis d'utiliser cette base parce que l'Iran continuait de frapper des cibles saoudiennes, sans aucune raison. Avant cette autorisation, l'Arabie Saoudite ne participait pas à cette guerre. Les États-Unis n'avaient pas la permission d'utiliser l'espace aérien saoudien. Les États-Unis n'avaient pas la permission d'utiliser les bases américaines en Arabie Saoudite. Mais cela a changé, à cause des représailles iraniennes. Et maintenant, il semble que la frappe iranienne ait effectivement touché cette base samedi, et blessé au moins 15 militaires américains, dont 5 sont en fait dans un état grave. En plus de cela, nous pouvons voir sur des photos satellites chinoises qu'il y avait des avions en train de brûler sur la base. À première vue, il semble que ce soit l'un des ravitailleurs que les États-Unis utilisaient pour ravitailler les avions de chasse. Et il semble que 3 d'entre eux aient été endommagés et que l'un d'eux ait probablement été détruit. Cela semble être l'une des attaques les plus réussies que l'Iran ait menées contre des équipements militaires américains. Et bien sûr, contre des membres du personnel américain. Donc, même si la diplomatie semble progresser, il semble aussi que la guerre s'intensifie. Et il est très difficile de prédire ce qui va se passer ensuite. Si les Houthis s'impliquent, cela pourrait inciter des pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, ou les Émirats Arabes Unis à agir et à frapper des cibles iraniennes. Si les Houthis s'impliquent, cela perturberait fortement le commerce vers l'Europe.